Elle n'était pas morte. Ce jour-là, un sans-abri noir interrompt l'enterrement d'une milliardaire et bouleverse toute l'assemblée. Son cri fendit l'air grave du cimetière, stoppant net les fossoyeurs qui descendaient le cercueil doré. Un silence pesant tomba, tandis que des dizaines de regards se tournaient vers cet homme d'environ 40 ans qui se frayait un passage parmi l'élite. Sa barbe négligée, son sac usé et ses vêtements déchirés tranchaient avec les costumes luxueux et les robes de designer qui l'entouraient. William Sterling, le mari de la défunte, ordonna de le faire sortir immédiatement, mais l'homme avança avec une certitude glaçante. Il se présenta, David Washington, affirmant qu'il avait surpris William et le docteur Peterson, médecin de la famille depuis 15 ans, en train de planifier la mise en scène de la mort de Victoria la veille au soir. Le médecin pâlit, William tenta de garder contenance devant les caméras qui filmaient en direct. David assura que Victoria avait été empoisonnée avec une substance qui simule la mort et qu'elle était encore vivante. La foule se mit à filmer, d'autres reculaient, horrifiés. David s'agenouilla près du cercueil, suppliant qu'on le laisse prouver qu'elle respirait encore. William cria au mensonge, mais David sortit de son sac un petit flacon en verre. « Pourquoi » demanda-t-il, William transpirait haletant. « Et pourquoi le docteur n'osait-il pas le regarder dans les yeux ?» David révéla alors sa propre histoire. Ancien ingénieur logiciel chez Sterling Tech, il avait travaillé pour Victoria durant 15 ans avant de découvrir que William détournait l'argent de l'entreprise. Quand il avait voulu alerter sa patronne, William l'avait piégé avec de fausses preuves, brisant sa carrière, sa famille et sa réputation. Depuis 3 ans, il vivait dans la rue. Mais personne ne soupçonnait un sans-abri d'écouter, de réfléchir ou d'enregistrer. Il brandit un vieux téléphone, déclarant avoir filmé la conversation de la veille dans le parking de l'hôpital, où il avait entendu William et Peterson discuter du poison. Le médecin blêmit davantage, William tenta de faire intervenir la sécurité, mais Madame Anderson, la tante de Victoria, exigea qu'on vérifie. David poursuivit, il connaissait les secrets de cette famille pour avoir installé leur système de sécurité pendant des années. Puis il révéla la nature du poison, de la tétrodotoxine, qui ralentit le corps jusqu'à simuler la mort. L'antidote, dit-il en levant le flacon, devait être administré dans les 20 heures pour éviter une paralysie définitive. À ces mots, le docteur s'effondra, les mains sur le visage, tandis que les caméras capturaient la chute du masque de William. La scène prit une tournure sombre lorsque l'expression de chagrin de William se mua en rage. Il se dirigea vers David, les poings fermés, criant qu'il lui avait ruiné la vie durant 3 ans et qu'il ne le laisserait plus détruire ce qu'il restait. Pourtant, David resta immobile, tenant un flacon comme s'il s'agissait d'un trésor irremplaçable. Sa voix résonna dans le cimetière. « La vraie différence entre nous, William, c'est que tu n'as jamais saisi ce que vaut réellement une vie. Ceux qui ont tout perdu savent exactement ce qui mérite d'être sauvé. » Chaque humiliation reçue n'avait fait que renforcer chez David une détermination silencieuse nourrie par l'injustice. Les révélations au sujet d'un enregistrement firent l'effet d'une secousse dans l'assemblée. Le docteur Peterson, soudain nerveux, transpirait abondamment, cherchant une issue tandis que William arborait encore un sourire trop sûr de lui. Il affirma que même avec des preuves, elle serait rejetée, venant d'un sans-abri traité comme criminel. David, étonnamment calme, déclara qu'il n'était pas seul à avoir rassemblé des éléments. C'est alors qu'il cita le nom du docteur Jenny Ferrier, experte en toxicologie médico-légale, ancienne du FBI et désormais consultante. Une femme aux cheveux gris, élégante et imposante dans son allure professionnelle, s'avança au milieu des gens. Elle expliqua qu'elle avait été contactée plusieurs fois par Peterson, autour de recherches sur des toxines pouvant imiter la mort, coïncidence troublante puisque la patiente la plus connue du médecin venait d'en mourir. Elle révéla s'être infiltrée dans leur cercle social gala, événement caritatif et avoir vu Victoria elle-même les lui présenter récemment. Le silence se fit lourd. Elle ajouta que Peterson avait acheté de la tétrodotoxine 6 semaines plus tôt via le dark web, tandis que William consultait des informations sur les successions accélérées. David sortit alors une tablette et dévoila photos, transactions suspectes, visite nocturne au cabinet du docteur. Personne n'avait remarqué qu'en 3 ans de vie dans la rue, il avait eu tout le temps d'observer et documenter chaque détail. Peterson se brisa, avoua sous la panique avoir été menacé. William lui aurait promis la ruine et la perte de la bourse de sa fille.
Maintenant nous avons 47 minutes pour administrer l'antidote avant l'irréversibilité totale, déclara Ferrier. Tante Henderson, en larmes, supplia qu'on tente de sauver Victoria. William tenta une ultime défense, demandant ce qu'il adviendrait si elle était déjà morte, si l'antidote la tuait. David plaça alors 3 gouttes sur les lèvres de Victoria, expliquant que seule la vérité déciderait. La foule entière retint son souffle. Après de longues minutes, un léger frémissement de doigts apparut. Les signes vitaux remontaient doucement. William recula, effrayé, niant l'évidence tandis que David révélait encore d'autres preuves, détournements financiers aux îles Caïmans, comptes offshore, fonds volés à l'entreprise depuis 2 ans. Les documents affichés sur tablette faisaient exploser la foule de stupeur. Au bout de 4 minutes, Victoria ouvrit les yeux. Cris, sanglots, téléphone levé. Elle se redressa, désemparée mais vivante, demandant où elle se trouvait. Henderson la prit dans ses bras. Pendant que l'émotion submergeait l'assemblée, William tenta de fuir, mais les agents de sécurité, déjà avertis, l'encerclèrent. Il hurla qu'on ne pouvait pas l'arrêter, qu'il n'avait aucun mandat, et c'est à cet instant précis qu'au loin retentirent plusieurs sirènes. Ils partirent directement pour les funérailles. Pour la première fois depuis son arrivée, le docteur esquissa un sourire. Monsieur Washington n'avait pas seulement réuni des preuves, il avait également signalé l'affaire 3 semaines plus tôt, et l'opération était menée en secret depuis 18 jours. L'agent spécial Rodriguez, un homme robuste approchant la cinquantaine, avança avec des mandats d'arrêt prêts à être exécutés. William Sterling, vous êtes arrêté pour tentative de meurtre, conspiration, fraude bancaire et évasion fiscale. Puis il se tourna vers le médecin. Docteur Peterson, vous êtes sous arrestation pour négligence criminelle et complicité. Peterson s'effondra, avouant en larmes qu'il avait agi sous la menace. Sterling lui avait promis de ruiner sa carrière et de faire perdre la bourse universitaire de sa fille. David répondit froidement, on a toujours le choix entre le bien et le mal. William fut menotté en criant qu'il avait des avocats, des relations, encore persuadé qu'il resterait intouchable. Victoria, soutenue par sa tante Anderson, le fixa droit dans les yeux, 23 ans de mariage, et tout ce temps, tu préparais ma mort. La police l'emmena sous les caméras, et la foule d'abord silencieuse éclata finalement en applaudissements. David resta près de Victoria, veillant à ce qu'elle aille bien. « Pourquoi m'avoir sauvé malgré tout ce que William t'a fait ?» demanda-t-elle. Il répondit avec simplicité, « Parce que certaines vies valent plus qu'une vengeance, et que la justice n'est pas de détruire, mais de protéger. » Cette phrase marqua la renaissance de Victoria, revenue d'un cercueil au cœur même du complot conçu pour l'effacer. 6 mois plus tard, elle dirigeait Sterling Enterprises avec une force nouvelle. Les journaux racontaient la chute de son mari et l'ascension inattendue de David Washington, ancien sans-abri devenu vice-président de la sécurité interne. Ils avaient découvert 23 millions détournés par William. L'ironie voulait qu'il ait volé exactement 1 million par année de mariage. Non seulement Victoria récupéra chaque centime, mais elle développa, grâce à David, un système de sécurité si avancé que d'autres entreprises payèrent des millions pour l'utiliser. Un projet immobilier social fut validé, 500 logements remplaceraient l'immeuble de luxe initialement prévu par William. La meilleure vengeance fut de bâtir ce qu'il voulait détruire. Pendant ce temps, William croupissait dans une cellule de quelques mètres, condamné à 25 ans sans libération conditionnelle. Son empire s'était effondré, Peterson avait tout perdu, même sa fille qui renia son nom. Un jour, Peterson murmura à travers les barreaux, « Victoria a fait don de 50 millions à la recherche médicale. Bien plus que je ne verrai dans 3 vies. » William resta silencieux, forcé de regarder sa femme devenir une figure respectée alors qu'il disparaissait, oublié. 6 mois plus tard, David fut invité à Harvard pour prononcer un discours. Lui qui avait dormi sous les ponts parla devant l'élite étudiante, « On m'a appris qu'un homme invisible ne vaut rien. J'ai cru à ce mensonge jusqu'à tout perdre. Mais lorsqu'il ne reste rien, il reste le choix, qui veux-tu devenir ? Certains choisissent la haine, d'autres la justice. » L'auditoire l'applaudit longuement. Le soir même, Victoria annonça la fondation David Washington pour la justice sociale, 100 millions pour protéger les travailleurs et lutter contre la corruption. David devint un exemple national, étudié dans les grandes écoles comme la preuve que l'intégrité peut vaincre la puissance.
2 ans après l'affaire, Victoria et David assistèrent seuls à l'enterrement de William, mort en prison. Il a obtenu ce qu'il croyait vouloir, souffla Victoria. Il est mort riche, mais riche en regrets. David approuva, il voulait nous enterrer, mais il a oublié que les graines poussent sous terre. De cette chute naquit une vérité, la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir, mais de prouver qu'ils avaient tort. David montra que l'on peut tout perdre et pourtant reconstruire, protéger, et même sauver. Que la vraie richesse n'est pas l'argent, mais le courage. Que ceux que la société rejette peuvent devenir ce dont elle manque le plus. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits réels de résilience, de justice et de renaissance, la preuve qu'aussi bas que l'on tombe, on peut toujours se relever plus haut encore. 3 ans passèrent. La fondation prospérait, les procès liés à l'affaire Sterling avaient permis d'exposer un vaste réseau de corruption, et David devint l'un des hommes les plus respectés du pays. Pourtant, loin de l'or et des projecteurs, il continuait chaque semaine à retourner dans les rues où il avait autrefois survécu. Il ne voulait jamais oublier d'où il venait, ni ceux qui l'avaient regardé comme un fantôme. Ce soir-là, sous une pluie fine, il retrouva Clarence, un ancien vétéran qui dormait près de la gare. David lui tendit un manteau neuf et un thermos de café fumant. Clarence le fixa, les yeux humides. « On raconte partout ton histoire, dit-il d'une voix rauque. Tu as changé le monde, David. Moi, je n'ai rien changé du tout. David s'accroupit à sa hauteur. Tu respires encore, Clarence. Tout ce que tu feras demain peut encore tout transformer. Ces mots, simples mais vrais, allaient allumer une braise inattendue. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu bouleversa de nouveau la presse. Un rapport gouvernemental révéla que plusieurs grandes entreprises détournaient des fonds destinés aux logements sociaux. Ironie du destin, l'une d'elles utilisait justement les technologies de sécurité créées par David et Victoria. La presse demanda des explications, les manifestants envahirent les rues, et l'opinion se tourna vers ceux qui avaient prouvé par le passé qu'ils pouvaient défier le pouvoir. Victoria convoqua une réunion extraordinaire au siège de la fondation. Autour de la table, David, Clarence désormais consultant junior et plusieurs conseillers. Victoria prit la parole. « Nous avons prouvé qu'on peut survivre à l'injustice, dit-elle calmement. Maintenant, il faut prouver qu'on peut la prévenir. » Les regards se tournèrent vers David. Ce dernier comprit que tout ce qu'il avait vécu le menait à cet instant. « Nous allons dévoiler la vérité. Encore une fois. Peu importe qui tombe. » Et il savait que cette bataille serait plus grande que la première. Une enquête titanesque fut lancée, plus vaste que celle qui avait fait tomber William. Des documents filtrèrent, des témoins apparurent, certains anonymement, d'autres à visage découvert. Parmi eux, un nom fit trembler les plus hautes sphères, Jonathan Reeves, PDG d'un conglomérat mondial, ami personnel de politiciens, mécène des universités les plus prestigieuses, et principal architecte du détournement. Quand Reeves apprit que David enquêtait sur lui, il lui envoya une proposition écrite, soigneusement rédigée, scellée d'un sceau doré. 20 millions de dollars pour faire taire l'enquête. 100 millions pour fermer les yeux définitivement. Et une dernière ligne, glaciale. Accepte, ou tout ce que tu as bâti tombera. David referma l'enveloppe sans trembler. Il l'apporta à Victoria. Elle lut, pâlit, puis sourit. Tu sais, autrefois, c'est ce genre de message qui m'aurait effrayé. Moi aussi, répondit-il. Mais on n'a pas reconstruit nos vies pour les vendre. Victoria hocha la tête. La guerre contre Reeves commençait. Les mois qui suivirent furent marqués par des scandales, des procès, des révélations qui secouèrent le monde économique. Plusieurs cadres se rendirent, révélant que Reeves utilisait l'influence politique pour étouffer ses crimes. Mais il avait commis une erreur fatale, sous-estimer un homme qui avait déjà tout perdu une fois. Lors d'une audience publique historique, retransmise en direct dans tout le pays, David s'avança pour témoigner. La salle entière retint son souffle. Reeves l'observait, convaincu qu'un simple ancien sans-abri ne pourrait jamais renverser une montagne. Mais David ne parla pas de vengeance ni de corruption. Il parla de ce qu'on ne peut acheter. Vous pouvez acheter des noms, des médias, des avocats. Mais il existe quelque chose qui n'a pas de prix, la vérité.
Et elle finit toujours par remonter à la surface. Le silence fut total. Et pour la première fois, Reeves baissa les yeux. 3 semaines plus tard, il fut arrêté. 10 ans après le jour où un sans-abri avait interrompu un enterrement, un monument fut inauguré dans le nouveau parc social construit à la place du cimetière où tout avait commencé. Une plaque y était gravée. La justice ne naît pas de la force, mais du courage. Et le courage, même enterré, finit toujours par se relever. David, désormais père adoptif de plusieurs jeunes issus des rues, se tenait main dans la main avec Victoria, devenue une figure mondiale dans la lutte contre la corruption. Elle lui murmura. « Tu étais invisible. Maintenant, tu deviens un phare. » David sourit, humble. « Non, maintenant, nous sommes des phares. Tous ceux qu'on a relevés, tous ceux qui se relèvent encore. Ils éclairent avec nous. » Et au milieu de la foule, Clarence, autrefois brisé, désormais directeur du programme social, applaudit, la tête haute. Parce que ce n'était pas l'histoire d'une revanche. C'était l'histoire d'une renaissance collective. Et elle ne faisait que commencer.